Bonjour tout le monde, bienvenue une nouvelle fois à Japan Expo 2022 sur la chaîne YouTube de Manga News, l'édition de la Renaissance. Et avec qui on est? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît? Eh bien moi je suis fondateur de Isan Manga avec 4 amis en fait. Donc Sandrine, Thomas, Karim, Étienne. On a créé ça en 2011. 2011. Voilà, mais le premier bouquin d'Isan est paru en 2013. Oui, ça fait un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps, tout simplement parce qu'en fait en 2011 on a eu la chance, via notre autre casquette de Japan Expo, de faire venir Madame Igarashi en France. Oui, je me rappelle. Et que ce qui est sorti de ce bilan-là, c'est qu'elle était très contente, etc. Mais il y avait une petite attente du public pour avoir plus de livres de Madame Igarashi, qui n'était pas forcément très édité. À part Candy, qui était vraiment... Candy qui était très attendu, mais qui n'existe pas vraiment en manga. Oui, et puis, il y avait eu des éditions chez Tonkam, chez Taifu. Oui, je me rappelle. Mais voilà, quand elle est venue en 2011, c'était des titres qu'on trouvait plus difficilement. Et puis ils auraient aimé avoir plus de choses. Donc on s'est dit, c'est dommage quand on a ces grands auteurs-là, de pas pouvoir proposer en français des livres qui leur correspondent en fait, dont ils sont l'auteur. Et ça s'est rapidement reposé parce que les années suivantes, on a eu par exemple Monsieur Ipei Kuri, oui. Et effectivement, dans le cadre d'Isan, on avait lancé une collection avec Madame Igarashi. Quand Monsieur Kuri a accepté l'invitation de Japan Expo, Isan s'est empressé de voir avec lui pour éditer Judo Boy en français, Kurenai Sanshiro. Et voilà, et du coup, on était là, c'est super, c'est bien, parce qu'il y a une vraie dynamique. Et c'est des titres en plus que les autres éditeurs n'osent peut-être pas faire. Nous, on cherche pas à vendre des milliers d'exemplaires. Donc on fait des petits tirages qui vont permettre aux fans de trouver leur compte et à l'auteur d'être content, parce que non seulement on lui propose de venir en France, alors certains le connaissent déjà, mais pour beaucoup de Japonais c'est quand même souvent la première fois qu'ils sortent du Japon. On leur fait faire les passeports pour venir à ce moment-là. Et il se trouve qu'en fait voilà, ils sont contents, à la fois ils rencontrent le public et puis ils voient leur travail édité dans une autre langue. Alors après, effectivement, sur Isan, on a pris tout de suite cette idée d'essayer de proposer des éditions de qualité. Voilà, parce que la politique éditoriale, elle est particulière. Voilà, tout de suite, on a eu les couvertures cartonnées et tout ça. L'idée, c'était, on va les sortir, mais on va les sortir une fois. Donc, a priori, il faut que ça dure dans le temps, parce que vous les trouverez en librairie à ce moment-là, mais après, ça se retrouvera pas. Donc, on voulait des livres qui durent dans le temps. Donc on a tout de suite parti sur l'idée de faire des éditions un petit peu prestigieuses, avec ces couvertures cartonnées, des formats un peu plus grands, parce qu'à la base on était au format A5. Puis là on l'a fait évoluer dernièrement, mais avec beaucoup de pages aussi. Beaucoup de pages, parce que c'était des doubles volumes. Ça c'était pas forcément après coup la meilleure idée, parce que des gros livres avec beaucoup de pages, c'est pas forcément facile à manipuler. Oh, ils se tiennent bien quand même. Mais voilà, mais c'est aussi pour ça qu'on a fait évoluer le concept, et que depuis 2021. Les livres, ils sont un peu plus grands, ils sont en 17 par 24, et ils font que 300 pages. Que 320, 250, ça dépend un petit peu des titres. On essaye de proposer des choses encore plus qualitatives, puisqu'on a changé le papier. D'accord. On a changé les pelliculages de couverture, enfin on a revu toute la fabrication. Et tout en restant quand même cohérent par rapport à ce qui avait été fait avant. C'est cohérent. Alors on a essayé donc le format A5, qui nous plaisait bien, mais c'était pas encore top. Et puis le double volume, ça marchait pas bien, on trouvait. Après, on est passé sur les formats de Cobra, qui sont donc en plus grand, en 19 par 27, et tout en couleur, puisque c'était la version couleur de Cobra qu'on a commencé à éditer. Les premiers tests qu'on avait fait d'ailleurs sur Monsieur Terazawa en couleur, c'était en sortant Takeru et Gun Dragon, qui étaient du coup eux sur des papiers qui n'étaient pas forcément au top, je trouvais. C'est des beaux papiers, mais on a voulu rester dans l'idée que le manga, ça devait être un livre qu'on puisse manipuler facilement. Donc on avait pris des papiers, pas des papiers couchés. Donc pour l'impression couleur, ça rendait différemment, mais surtout en fait, ça permettait d'avoir des livres assez légers, parce que là, les Cobra maintenant sont sur des beaux papiers couchés, satinés. Mais du coup, quand vous prenez le livre, il y a 1 kilo de bouquin, quoi. Donc, c'est costaud. Et ce format-là, on l'a testé aussi sur du noir à blanc, puisqu'en 2019, on sort Getter Robo, la série d'origine de Kenichikawa et Gonagai en 3 tomes, au même format que Cobra, en 19-27. Et là, je trouve ça super, parce que
les planches, elles sont juste magnifiques. Mais c'est vrai qu'à manipuler, c'est pas non plus idéal. Et puis, on touche à une limite, c'est qu'ils ont pas toujours les sources d'origine sur ces vieux livres. C'est ça. Des fois, c'est pas évident de récupérer du matériel correct. Et sur les grands formats, quand il fallait étirer des scans, etc., il y avait certains titres qu'on voyait qu'on pourrait pas forcément sortir. Donc c'est pour ça que en 2021, quand on commence à ressortir du Tezuka avec Ambassadeur Magma et Microïd, on essaye ce nouveau format 17-24 qui nous plaît bien parce qu'en fait, à la fois pour les libraires qui nous avaient fait un retour sur Guetta Robot, merci pour l'encombrement, ça prend un peu moins de place. Ouais. Et puis en fait on est au format des planches d'origine parce que c'est le P5 japonais, c'est du 18 par 25, on est en 17 par 24, donc on garde la même. On est bon. Après faut pas scanner des bunko, faut prendre des belles éditions, sinon on s'en sort pas. Et on essaye ça sur les Magma. Là on a la chance, Tezuka nous donne du matériel donc qui est quand même parfois meilleure qualité que ce qu'on pourrait faire en scan, mais en fait le résultat est top. Donc quand on voit les bouquins, on est vraiment content. Ils sont super. Et puis on a des bons retours des journalistes et des lecteurs. Donc on a désormais maintenant figé ce format-là qui nous plaît vraiment bien et sorti pas mal de titres. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette année pour Isan Manga où il y a quand même eu un petit boost, clairement. Clairement, alors ça vient de plusieurs choses. Déjà, effectivement, je parlais au début, on était 5 fondateurs. Aujourd'hui, on n'est plus que 3 parce que effectivement, Étienne et Karim ont quitté l'entreprise. Karim s'occupait de la collection, de la fabrication, etc. Et avait d'autres activités, donc il y avait parfois un problème de suivi et de sortie. Ça, c'est les retours qu'on avait par exemple du distributeur, puisque certains titres ont été annoncés et sortis que quasiment 2 ans après leur date prévue de sortie, donc ça posait des problèmes aux libraires, distribution. Donc on a essayé de remettre tout ça à plat. Moi qui viens aussi de l'univers de la fabrication, parce que avant de faire Isan Manga et Japan Expo, on avait créé Taifu Comics, Punch Comics à l'époque. Ça s'appelait Punch ? Ça s'appelait Punch Comics, et il se trouve qu'au bout d'1 an, il y avait une autre boîte qui s'appelait Punch en France qui en avait marre et qui nous a avec les Taifu Comics, avec les Cobras qui étaient en... Et les Cobras, à l'époque, c'est effectivement les moi qui je les ai négociés pour sortir l'édition Convini. On avait appelé ça Convini en coffret de 5. Et puis après, on a sorti les Cobras couleurs en format 13-18. Et donc effectivement, toutes ces collections Taifu qui après a été repris intégralement par Monsieur Huchez, qui était notre associé déjà à l'époque. Mais c'est vrai que Taifu Comics c'était plutôt le projet de Thomas et de moi. Mais bon, quand on est parti faire Japan Expo à plein temps, lui il a repris Taifu Comics à plein temps. Il l'a fait évoluer parce que Taifu aujourd'hui c'est plutôt les titres Yaoi. On les a d'ailleurs interviewés il y a pas. Et il a lancé Ototo pour les titres plus classiques. Mais c'est vrai que ça nous avait donné une première expérience. Et puis mine de rien, en vieillissant un peu, je me suis plus intéressé à avoir des beaux livres qu'à avoir plein de livres. Parce que d'accord. Qualité. Pendant longtemps, moi, j'étais un peu un acheteur compulsif. Au début des années 2000, on pouvait acheter tout ce qui sortait. Là, c'est même pas la peine. C'est très compliqué de suivre. Et même pour Isan Manga, il y a quand même pas mal de choses qui sortent. Et c'est... pour Isan Manga, en fait, on a essayé de trouver une régularité qui permettrait aussi d'avoir un équilibre financier. Parce qu'en fait, jusqu'à ce qu'on reprenne en 2020, concrètement, on a financé l'activité, mais on n'a pas gagné d'argent, voire on en a perdu. Donc on avait envie de continuer parce qu'on faisait des beaux livres. Et l'idée, c'est que on n'est pas forcément là à vouloir gagner de l'argent parce que on a une autre activité à côté qui nous fait vivre, mais faut pas en perdre, quoi. Et si on peut en gagner, c'est bien aussi, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que du coup, il fallait remettre tout ça à plat. Donc on a vu avec le distributeur comment on pouvait fonctionner, les libraires, les lecteurs aussi, parce qu'on a fait beaucoup de sondages. De retour, oui, je me rappelle quand vous demandiez quels étaient les titres qui pourraient être vous intéresser. Notamment par exemple sur ce sondage-là, on avait fait quelles sont les rééditions que vous voudriez voir. Et les rééditions, il y avait plein de titres, parce qu'il y avait du Tezuka, il y avait du Shinomori, il y avait énormément. On avait interrogé, ils avaient fait une liste, après on les avait fait voter en fait sur notre page Facebook. Je l'ai répondu à tout ça.
Et était arrivé en deuxième position Blackjack. Oui. D'ailleurs, j'ai vu. Et voilà, et on a écouté ce sondage. Ça fait depuis la fin du sondage qu'on négocie avec Tezuka Productions pour proposer Blackjack Sensei va revenir. Ouais. 2023, le retour du médecin marron, on va dire. Mais moi, Blackjack, c'est un de mes titres préférés. Qu'est-ce que j'ai été déçu quand la première édition s'est arrêtée sans... Alors là, sur cette édition-là, si on peut rentrer un tout petit peu dans le détail, ça va être une édition plus complète puisqu'il y a des chapitres qui n'ont jamais été édités ni par Kaze ni par Asuka. D'accord. Il y a quelques chapitres qui sont interdits de réédition, même au Japon. Donc, il y a 3 chapitres maudits que Tezuka il a dit ça, plus jamais. Au Japon, c'est interdit, donc ils ont même pas été réédités dans l'édition Deluxe de Fukan. Et là, la discussion avec Tezuka, c'est qu'on puisse inclure au-delà, parce qu'il y a 3 chapitres interdits au Japon et 3 chapitres interdits à l'étranger, grosso modo. Tu sais pourquoi? Ça lui convient pas, et puis c'est hors contexte. C'est-à-dire que on le voit par exemple dans tous les Tezuka qu'on publie, il nous demande de mettre un petit disclaimer pour avertir les lecteurs qu'effectivement, dans les années 60, il y avait une perception, alors que ce soit le racisme, la femme, etc. Oui, je vois très bien les petits qu'il y avait dans Le Roi Lion, par exemple. Qu'il y a dans Le Roi Lion, Le Roi Léo, oui, pardon. Et donc, du coup, a priori, ces chapitres-là, il y a ça, et puis il est pas content de l'histoire, etc. Donc, il les a exclus. Il faut voir que c'est des chapitres qui n'ont jamais été réédités, en fait. Je sais même pas s'ils sont trouvables dans la première édition en tant que Kobon. D'accord. Mais du coup, depuis, l'édition qui fait foi chez Tezuka, c'est l'édition par Kodansha, qui a commencé fin des années 70. Ouais. Donc ça, c'est l'édition de référence. Là, on a réussi à aller un petit peu plus loin parce que pour on va sortir ça en 2023, ça sera donc les 50 ans de Blackjack. Et du coup, on va pouvoir avoir ça, et on est en train de voir pour le matériel, pour avoir, si possible, et des pages couleurs. C'est ça un peu mon objectif, moi, pour pouvoir sortir. Parce qu'en fait, Cobra couleur va s'arrêter. On a atteint le 17e volume, donc on va avoir fini. Et on veut que Blackjack soit notre nouvelle série. En couleur. Alors pas en couleur, mais parce que les autres titres de Issan, on disait on a plus de titres parce qu'on va avoir une vingtaine de titres par an. Mais c'est souvent des titres one shot, 2-3 volumes, mais pas plus. Là, Blackjack, ce sera une série un peu plus. Voilà. Alors c'est aussi parce que c'est un travail important, parce qu'on essaye toujours d'avoir du bonus éditorial et autres. Et ça sur 15 ou 17 volumes, on sait pas encore, ça demande beaucoup de travail, et puis à un bout d'un moment, il y a plus rien à dire non plus, donc on réfléchit. Donc je pense que sur Blackjack, il y aura pas toujours des bonus éditoriaux dans tous les volumes, parce qu'il y aura pas toujours des choses à raconter. Mais voilà, on veut aller dans ce sens-là. Il sera au format 17 par 24, donc on va continuer dans la lignée de tous les titres qu'on vient de sortir, puisque on parlait d'Ambassadeur Magma et Microïd, mais ça fait déjà quelques mois. C'était en 2021 même, donc voilà, ça fait même plus d'un an. Et là, on propose sur le stand la fin de Wonder 3, donc le 3e tome est disponible. Il a pris un petit peu de retard à cause du papier. La fin de Captain Ken, qui était en 2 tomes, et le dernier tome, le 4e de Big X. Voilà. Big X, ouais. Et notre approche sur Tezuka, c'était justement de pas aller dans les titres, on va dire, seinen, adultes, que proposent déjà très bien nos collègues Delcourt Tonkam, Kana, avec tous leurs titres, parce que là, ils viennent de ressortir un nouvel Astro, par exemple. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est bien. 6, et d'aller dans le shonen, parce qu'en fait, Tezuka, il a quand même eu toute une partie de sa carrière vraiment là-dessus. Dans les années début des années 70, avec la faillite de Mushi Productions, il a un tournant beaucoup plus sombre dans ses histoires. Et la plupart du temps, les éditeurs français se sont plutôt intéressés à la partie Gekiga. Voilà. Alors, il aime pas qu'on appelle ça le Gekiga, parce que voilà. Mais effectivement, plus adulte. Et du coup, on parlait un petit peu, parce qu'on lance en début 2023 une collection qu'on a appelé le Osamu Tezuka Dark Anthology, avec les œuvres un petit peu plus adultes, et notamment le premier titre, ça sera Bomba. Donc, oui, j'ai vu plus 2 autres histoires, dont, alors, exclusivité, parce qu'on n'arrête pas de nous demander qu'est-ce qu'il y a, mais avec Bomba, il y aura aussi une histoire qui s'appelle Melody of Iron, qui est une histoire assez passionnante de mafia, où en fait il y a un jeune bien sous tout rapport qui malheureusement a de mauvaises fréquentations, et découvre que ces mauvaises fréquentations sont
peu de la mafia, Oui. voilà. Et il se retrouve en fait mutilé par la mafia puisqu'il lui coupe les 2 bras, voilà. Et donc il vient se venger avec des prothèses et voilà, et c'est toute l'histoire de ça plus la liaison avec ses prothèses. Enfin, c'est très très particulier, très sombre, mais c'est un aspect de Tezuka qui est passionnant parce que sur Bomba, par exemple, il a cherché dans cette histoire-là à arrêter de dessiner les yeux comme il le faisait d'habitude. Donc il y a un travail qui graphique montre son orientation vraiment différent et on voit qu'il veut arrêter les formes un peu rondes façon astro, etc. Il veut montrer la dureté de l'histoire à travers la dureté du trait, quoi. Et donc du coup, on va avoir un premier recueil d'histoire, c'est Bomba, et puis ensuite on sortira Pomme mécanique. Ouais. Donc là, il y aura carrément 10 ou 12 histoires dans le bouquin, dont l'histoire principale, Pomme mécanique. Voilà, alors ça, je vais garder le secret, le résumé, mais je pense que vous en ferez un encore mieux que moi. C'est pareil, c'est vraiment des histoires courtes, mais où il y a toute la qualité de la mise en scène du sensei. Enfin, moi, je trouve ça juste magnifique. Et si ça plaît, on a déjà repéré les volumes suivants sans souci pour proposer d'autres titres comme ça, parce que même s'il y a eu beaucoup de Tezuka, il y en a tellement encore à faire découvrir que... C'est ça qui est bien, parce que moi j'étais pas forcément au courant. Il y a des gros titres dont on a déjà entendu parler, qui ont déjà été édités en France. Adolphe et tout voilà. Ça. Mais il y a plein d'autres petites pépites. Alors, si les gens n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir Microïd S, moi je le conseille forcément. Franchement, voilà, pour un titre des années 70, sa critique de l'humanité, de l'écologie, etc., c'est incroyablement actuel, je trouve. Avec une petite touche qui m'a fait penser à Macross aussi. Tout à fait. Au niveau de... Moi, il y a une scène qui m'a un peu traumatisé. C'est le moment où on voit toute la bassesse humaine, on peut dire, où effectivement il y en a un qui récupère un flingue et qui décide que pour aller voir si les insectes sont encore là, on va prendre un mec au hasard, il le faut sortir. Ouais. Le gars, il se fait dévorer devant eux alors qu'il était là pour se marier, etc. Enfin, c'est incroyable la mise en scène en plus sur ce moment-là. Que je faisais la relecture, ça m'a presque traumatisé parce que c'était tellement surprenant parce que on t'annonce que Microïd ça va être un shonen, puis quand je dis le truc, oui, c'est quand même plus pas tout à fait shonen, ça, ouais. C'est beaucoup plus complexe et voilà, donc ça c'est vraiment un titre que j'espère que les gens vont découvrir. C'est amusant parce que Magma ayant une meilleure notoriété, les ventes ont commencé plus fort sur Magma et finalement on voit que Microïd rattrape petit à petit, donc Magma, le bouche à oreille, je pense. Ambassadeur Magma, il y a eu un film, c'est ça? Il y a eu toute une série live en fait. Oui, c'est ça, une série live. Effectivement, c'est le début de tout ce qui va être le tokusatsu après. Ouais, le design est intéressant. Avec les cheveux et tout, là, c'est un peu impressionnant. Mais ouais, là, c'est l'époque où ils commencent aussi avec les Japonais avec Ultra Q, et donc automatiquement, une espèce de volonté d'avoir un concurrent qui arrive, et c'est quelque chose auquel il avait encore jamais goûté, Tezuka. Donc on voit son côté où il avait vraiment envie de toucher à tout, c'était incroyable. Il expérimentait tellement de choses différentes. Comme il l'a fait avec l'animation aussi. Comme il l'a fait avec l'animation. Et puis alors ce qui est bien, c'est qu'on en apprend beaucoup aussi, parce que ça, je trouvais dommage, mais systématiquement dans l'édition de Kodansha, en fait, quand ça a été republié, toutes ses œuvres, il a toujours fait une sorte de petite postface Tezuka, où il donnait quelques anecdotes. Alors, il y a certains titres où il y a à peu près rien, puis d'autres où il y a... voilà, et donc sur Magma, il y a des éléments assez intéressants. Sur Wonderstreet aussi, on voit effectivement, il parle même de sa relation avec ses enfants, parce qu'il y a certaines séries où il était un peu agacé que il préfère regarder le dessin animé du concurrent plutôt que le sien, donc il crée une autre série pour montrer à Makoto que non, il faut continuer à regarder les œuvres de papa, elles sont mieux. Donc je trouve ça vraiment intéressant, et puis on les complète souvent avec les postfaces de Xavier Hébert qui est notre spécialiste là-dessus, et qui est traducteur sur Captain Ken d'ailleurs. Voilà. Mais on n'a pas fait que du Tezuka. Mais voilà, parce que tu nous as parlé de... Bon, c'est vrai que c'est un gros pan, mais il y a aussi un autre monument du manga qui est fréquemment édité chez Isan Manga. Qui va être bientôt totalement édité chez Isan Manga, puisque effectivement, Buichi Terasawa, on a commencé à... Il y a aussi, Voilà. Et puis il y a Ishinomori dont on parlera après, c'était peut-être de lui dont c'était Nagaigo. Et Nagaigo, oui. Alors, il y en a pas que... On en a fait plein cette année. Ouais. La relance, mais l'idée c'était ça aussi. C'était qu'en augmentant, on s'est dit,
Voilà, le lecteur de Tezuka n'est pas le lecteur de Nagai, qui n'est pas le lecteur de Terasawa. Après, les gens qui aiment bien le patrimoine, enfin moi je sais que j'aime les mangas patrimoine, donc c'est vrai que moi ça m'intéresse, toutes ces bases, toutes ces pierres fondatrices, donc même si je suis beaucoup plus Tezuka que Nagai-go, ça m'empêche pas quand même d'explorer aussi ce qu'a pu faire Go Nagai. Bah, on a hésité sur Nagai-go, mais c'est vrai qu'on avait des bonnes relations avec eux, puisqu'ils étaient très contents de l'édition de Gettarobo. Oui, elle était super belle. Hein. Et du coup, les ventes étaient correctes. On n'a pas conquis la France avec Gettarobo, hein, mais on a fait suffisamment pour que on ait envie de sortir la suite. Bon, à titre personnel, j'avais très envie de sortir la suite, donc je suis très heureux que le public ait suivi. Et puis là, on va pouvoir proposer, on va recommencer un peu, même si ça avait été édité par nos amis de Black Box, on va proposer Mazinger Z au mois d'octobre, et dans une édition un peu différente, puisque c'est une édition 50e anniversaire, où Nagai a repris avec Monsieur Ota, son assistant de l'époque, les planches, et en fait Ota a redessiné notamment toutes les apparitions de Mazinger. D'accord. Parce que dans la première version, Mazinger, il a limite pas de nez, etc. Donc il ressemble pas forcément au Mazinger qu'on connaît dans le dessin animé et autres. Et là, ils ont repris tout ça, ils ont recolorisé aussi des choses comme par exemple le baron Ashura, qui normalement a 2 couleurs de peau, etc. Donc ils ont retravaillé tout ça sur certaines mises en scène pour proposer une édition telle qu'ils auraient voulu la faire à l'époque. Avec un ordre d'histoire plus cohérent. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de réelle édition qui avait un sens, parce que ça a été édité dans plusieurs magazines, etc. Parce que c'était un tel succès qu'on voulait pas Mazinger. Donc là, ils ont fait une édition avec Tokuma Comics, où ils ont remis tout ça dans l'ordre, ils ont repris des planches, et c'est cette édition-là qu'on va proposer en 5 tomes. Nous, 5 tomes, d'accord. Voilà. Et avec des pages couleurs. Mais qui vont pas être intégrées dans l'histoire, parce qu'en fait le souci c'est que les pages couleurs d'origine n'ont pas été redessinées du coup, et elles coïncideraient pas avec le dessin. Donc à la base Dynamic Planning voulait qu'on n'utilise que la version redessinée, et finalement on a trouvé un accord avec eux où on pourra avoir les pages couleurs mais avec le design d'origine en bonus, donc qui viendront en parallèle des pages redessinées par Ota. Donc ça, je pense que ça va être une belle édition. Là, on est en train de travailler sur la finalisation du tome 1 pour qu'il parte chez l'imprimeur. Et je parlais de Terasawa parce qu'en fait, Cobra, mais on a aussi sorti les Midnight Goku, Bat, qui était un projet qui me tenait beaucoup à cœur et sur lequel on a pris un risque un petit peu fou, puisqu'on a sorti la version couleur et la version noir et blanc, mais j'arrivais pas à me décider. Et donc au final, en plus on avait plein de bonus qu'on avait pu récupérer à droite à gauche, et là le premier retour qu'on a eu, c'est vous avez fait une version en France qui n'existe pas au Japon, donc ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de retour des agents et des auteurs, parce qu'effectivement on a essayé de faire le truc le plus complet. Et on vient d'annoncer que en 2023, vous aurez le droit à une réédition de Kabuto, qui était au final la dernière série qui manquait un peu au catalogue. Même si tout le monde nous demande si on va sortir Cobra en noir et blanc. Cobra en noir et blanc, d'accord. Donc on y réfléchit très sérieusement, mais le succès de Cobra couleur nous donne envie de le faire. Et puis Cobra noir et blanc, pour ceux qui ont le 2e volume de Buichi Terasawa aux frontières de l'imagination, les pages artbook, plus ou moins, un artbook qui était au début un catalogue de l'exposition qu'on avait fait, mais finalement c'est vraiment un recueil d'illustrations. Le 2e volume c'est quasiment que ça, mais on a complété avec des scans, des planches d'origine où on voit effectivement tout le travail de l'auteur. À l'époque, on est dans les années 80-70, hein. Donc c'est du Tipex, on fait des retouches et machin. Donc on a vraiment laissé les planches intactes avec sur le côté les traductions, et l'idée de pouvoir avoir accès à ce matériel-là et de proposer une édition qui reprendrait des scans, des planches d'origine avec tout le travail de Terasawa, mais en grand format, en cartonné. J'avoue que si le public est au rendez-vous, je suis assez partant. J'ai vu qu'il y avait un nouveau nom aussi dans la partie patrimoine, et pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel, je te laisse en parler.
Alors, si on parle bien de Tetsuya Chiba. Bien sûr qu'on parle de Chiba. Enfin, pardon, faut que je le dise. Ils veulent absolument qu'on le dise à la japonaise, donc de Monsieur Chiba Tetsuya. Alors, j'ai vérifié, mais toutes les éditions que j'ai vues de lui en France, c'était même marqué Tetsuya Chiba, mais là, je me suis fait un peu gronder parce que j'avais mis Tetsuya Chiba et qu'ils veulent que ce soit Chiba Tetsuya. Même à l'écrit. Même à l'écrit. Bon, alors, j'ai beau le dire en français. Bon, c'est pas grave. Isan est suffisamment fan, on va dire, pour mettre Chiba Tetsuya s'il le faut. Tout comme sur les Ishinomori, on a été obligé de mettre Ishi tout petit, no Mori. D'accord. et là-dessus, ils m'ont fait, ils ont vérifié toutes les pages intérieures. Ouais. Et à chaque fois qu'il y avait un Ishinomori qui... Ah oui, dans le Ishinomori. Dans le Chiba, on vient juste de signer, donc on s'est empressé de valider un visuel pour pouvoir l'annoncer. Parce que j'ai vu. Enfin, moi, Tetsuya Chiba, c'est un auteur que je trouve juste génial. Pardon. T'en fais pas. Ça, c'est un objet perdu, en fait. Donc, je vais me permettre juste de répondre. Oui, allô? On va garder tout ça. Oui, bonjour. Je suis le monsieur qui a trouvé votre téléphone à Japan Expo. Voilà. Au revoir. Donc, je sais plus où on parlait de Chiba. Tu parlais de Ishinomori, que le nom c'était compliqué, qu'ils avaient dû revérifier toutes les pages. Voilà. Il faut voir que sur ces auteurs un peu anciens, ils sont très attentifs à comment on présente leur travail à l'étranger. Et du coup, sur Ishinomori, sur Kamen Rider V3X, on a dû faire vérifier et envoyer tout l'intérieur du bouquin, alors qu'à l'habitude, on se contente des couvertures et du colophon. Là, c'était vraiment page par page. Alors, c'est bien parce que toujours, on avait beau avoir relu 2 fois, on n'avait pas vu qu'il manquait une petite bulle à un endroit. Donc voilà, c'est super d'avoir des relecteurs japonais. Après, effectivement, quand ils commencent à vouloir te dire qu'il faut changer la traduction parce qu'ils sont passés dans Google Trad et que ça leur convient pas, c'est un peu plus compliqué à faire expliquer. Mais sur Chiba Tetsuya, pour revenir à lui, en fait, c'est un auteur que j'adore. Bon, Ashitanojo est effectivement une référence pour moi, mais au-delà de ça, il a fait énormément de choses et je trouve à la fois son trait et son univers extrêmement intéressant parce que c'est toujours des choses très humaines. À Joe, on parle souvent de Joe, on compare peut-être à Rocky, mais c'est pas juste de la boxe, tout comme Rocky n'est pas juste de la boxe. Non, il y a toute une... mais c'est vraiment toute la partie, sociale. Voilà, la couche sociale, voilà. Et dans les titres qu'on a choisis, c'est à la fois ça qu'on veut montrer, parce qu'il est capable de dépeindre la vie des Japonais de cette époque-là, dans la campagne, la dureté, voilà. Et donc là, le premier titre qu'on va proposer, c'est qu'on se mette d'accord avec eux sur la traduction parce que c'est très compliqué. En japonais, c'est 1, 2, 3 et 4, 5 et Loku, parce qu'en fait, c'est un jeu de mots sur une espèce Loku, c'est le nom du chien, Loku, en fait, et les 5 avant, c'est les enfants. Mais l'idée, c'est que c'est une famille recomposée. Donc 1, 2, 3 viennent d'un bout et 4, 5 de l'autre, et Loku, c'est le chien. Et Loku qui veut dire 6, c'est ça? Voilà. Mais en plus, ils veulent qu'on trouve un moyen pour qu'on comprenne que c'est un titre rythmique où ça devrait être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, c'est alors, galère. Du coup, transcrire tout ça à l'écrit est une conversation qui va durer un certain temps. Je pense. Bon courage. Mais voilà, et du coup, c'est super parce qu'on a réussi à travailler avec Chiba Tetsuya Production et que on va avoir on a déjà signé 2 titres, on en a annoncé qu'un, mais l'autre, je le garde. Et que derrière, si ça se passe bien, il risque d'y avoir plein d'autres choses parce qu'il y a. Il a pas été assez édité en France. Oui, alors on va pas forcément taper dans ces titres les plus populaires au Japon parce que des titres de golf à 40 tomes, ça va pas être tout à fait notre cible. Ou même Orewa Teppei, c'est un peu long pour nous, donc on va voir. Mais il y a plein de bijoux comme ça. Là, le 1, 2, 3, 4, 5. Et Loku, c'est quand même un titre qui a gagné, alors je sais plus si c'est un Kodansha Award dans les années 60 et qui l'a vraiment propulsé à un niveau supérieur. En fait. Il avait fait quelques titres avant, mais celui-là, il gagne des prix, donc forcément c'est la consécration, on va dire un petit peu. Et moi je trouve que ça complète bien parce qu'on a du Ishinomori, on a du Tezuka et Chiba il amène une autre approche du manga. Qui est pour moi beaucoup plus ancré dans le quotidien. C'est ce côté très humain de tout ce qu'il fait. C'est vraiment plaisant, je trouve. Du slice of life. Voilà, c'est ça, le tranche de vie, mais des années 60. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un plaisir parce que on nous demande souvent est-ce que vous pourriez éditer ça, etc. Alors, il y a plein d'auteurs un peu comme ça qui sont pour moi des piliers où c'est très difficile parce que par exemple on a travaillé pendant quasiment 8 mois pour avoir
des titres de Yokoyama Mitsuteru. Voilà, c'était un des derniers. On a même envoyé un contrat quand même. Et tout allait bien. Puis ils ont lu le contrat, ils ont dit non, allez voir ailleurs. Donc on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau là, c'est-à-dire non mais en fait parce qu'on avait fait un contrat en anglais et ça leur a pas plu, il aurait fallu qu'on fasse le contrat en japonais. Mais plutôt que de nous dire est-ce que vous pourriez pas faire une version japonaise, voilà. Et ils nous ont juste dit bah non désolé maintenant il faudrait aller voir ailleurs et du coup on était un peu enfin moi on s'apprêtait à sortir des trucs genre j'ai un trop beau Kamen no Ninja Kakage, enfin, voilà des trucs que je trouve absolument intéressants de présenter pour compléter le patrimoine. Beau, ça aurait été ouais, alors Tetsujin 28 ça aurait été bien aussi, mais encore une fois on n'est pas une maison d'édition. Non, mais voilà, c'est des monuments qui sont pas assez connus et c'est bien de pouvoir Giant Robo, moi je l'ai connu par les OAV évidemment, pareil. Qui sont assez différentes du manga puisque les OAV de Giant Robo sont une sorte d'hommage à tous les titres de Yokoyama, puisque les experts de la justice qu'on retrouve dans Giant Robo viennent de Sangokushi, voilà, c'est pas le vrai Giant Robo manga, mais le robot c'est le même avec Daisuke et tout ça, c'est la forme de pharaon. Exactement. Et moi je trouvais ça intéressant de le proposer, donc on n'a pas abandonné. Hein. Non, c'est juste que voilà, il va falloir qu'on lutter encore qu'on rame encore un peu plus. Mais voilà, mais du coup dans ces grands noms, pour moi Tetsuya Chiba, en plus on avait eu la chance de oui, pardon, faut que je m'y fasse. Chiba Tetsuya. On avait eu la chance de rencontrer son fils et de le rencontrer lui au travers de réunions des associations des mangakas japonais et autres. Ouais. Et forcément, j'avais qu'une envie, enfin non, j'avais deux envies. L'éditer et le faire venir en France. Donc on a réussi à l'éditer, bientôt peut-être, hein, on sait jamais. Ah bah, écoute, surtout que le public a pu découvrir avec le journal d'une vie tranquille. Alors voilà, ça c'est mon drame parce que j'aurais tellement aimé le publier, celui-là, il est juste magnifique. C'est merveilleux. Il est super chez Vega, hein. Mais voilà, bon, on aurait pu l'avoir en couleur façon Cobra, avec du joli papier et tout. Mais je suis content qu'il soit édité. Déjà, c'est génial. Moi, je suis pas du genre, comment dire, à être revanchard, mais c'est vrai que du moment qu'ils sont proposés aux lecteurs français. Le principal, c'est qu'il y ait une version qui soit. On n'est pas là pour faire concurrence aux autres éditeurs. Notre idée, ça a toujours été de proposer des choses que personne ose proposer. Voilà. Et donc, Chiba Tetsuya, là, quand on a fait la fiche pour annoncer les prochains titres, j'étais tellement content de pouvoir mettre du Chiba Tetsuya à côté de Blackjack. Oui, j'ai vu ça. C'était un peu genre tout achievement. Donc non, forcément j'étais super content. C'est des titres qui vont sortir en 2023 voire 2024 hein, parce qu'on a annoncé il y avait ça et puis il y a Go Ranger qu'on a annoncé il y a un certain temps. Je rassure, il va bien sortir, c'est juste que quand on a eu le contrat, alors que ça faisait X années que tout le monde nous le réclamait parce qu'il avait été annoncé par Karim un peu vite, tellement vite qu'en fait on n'avait même pas commencé à parler avec Ishinomori Productions à l'époque. D'accord. Donc il y a eu un petit emballement et du coup après pour rattraper le train c'était compliqué. Et une fois qu'on l'a eu, on a tout de suite dit ah ça y est c'est fait, pour montrer justement que on travaillait sur ce qu'on avait annoncé. Mais après, le temps de récupérer le matériel, de se mettre d'accord. En plus, il y a eu sur le Facebook, il y a une grande manifestation des fans pour nous dire ah vous voulez pas proposer aussi les chapitres Gokko avec les personnages parodiques, etc. On a commencé à discuter avec Ishimori Productions qui a dit ouais pourquoi pas. Et puis ils nous ont dit ouais mais alors il y a des chapitres ça va pas bien passer en France donc on les enlève. Donc on a dit bon il faut une sélection. Puis finalement, au bout de quelques mois, ils nous ont fait non, mais en fait non, vous gardez que les versions normales, ces trucs-là, on veut pas que ça paraisse à l'étranger. Donc le côté un peu gag manga ne sera pas présenté. Du coup, on n'aura qu'un tome, mais le temps qu'on se mette d'accord, ça a un peu décalé la sortie. Mais c'est pareil, ça va être sympa parce que Ishinomori c'est vrai que c'est Kamen Rider, Go Ranger, c'est un peu le début du Sentai. Ouais. Pour moi, c'est des piliers de la pop culture japonaise. C'est pas forcément. Certains nous disent ouais, mais c'est pas les meilleurs mangas de Ishinomori. Je suis d'accord. Mais Kamen Rider, c'est Kamen Rider. Kamen Rider, c'est peut-être pas le meilleur manga de Ishinomori, mais ce qu'il a conçu avec ça, ce que ça a entraîné pendant, Kamen Rider, il y en a encore des séries aujourd'hui quand même. Donc clairement. C'est pour moi, voilà, l'idée du patrimoine tel qu'on l'a, c'est pas forcément que le côté très
intellectuel du patrimoine, c'est aussi le côté pop. Oui, et puis tu vois, moi je l'ai lu à mon fils il y a pas si longtemps que ça, en début d'année, on s'est fait les Kamen Rider, enfin on s'est fait le premier volume. Kamen Rider, je sais pas ce que tu as pensé de ça, mais moi quand au milieu du truc, le héros qui meurt, t'es au milieu du bouquin et tout d'un coup il change de héros, tu fais waouh, c'est un peu osé quand même. Donc je sais pas à quel point c'était corrélé avec la série télé, ce genre de changement, mais moi je trouve ça relativement intéressant. Enfin, la construction du personnage, ça paraît classique aujourd'hui, mais pour l'époque c'est tellement avant-gardiste. Voilà, c'est des codes qui ont été créés et maintenant on a l'impression que c'est normal, mais c'est pas normal. Il a fallu qu'il y ait des gens qui osent prendre certains risques pour mettre en place ces choses-là, qui maintenant sont devenus des codes que tout le monde reprend. C'est ça. Et puis, du coup, là, on a continué les Kamen Rider et je conseille Amazon notamment, parce que dans Amazon, vous avez non seulement Amazon, mais vous avez aussi un projet assez intéressant de Ishinomori où il a, en fait, il avait un projet de faire un film autour de Kamen Rider qui n'a jamais abouti. Mais il a décidé de reprendre tous les éléments du storyboard qu'il avait créé pour le film et d'en faire il a appelé ça un Ekonte manga. Ok. Et donc, du coup, on a un mix entre des pages dessinées type manga pour relier les pages de storyboard qu'il avait fait. Et vous voyez toute l'histoire sous forme d'un mix entre les deux. Ouais. Et Ekonte, c'est un peu une sorte de storyboard. Ekonte, pour moi, c'est un storyboard, mais je sais pas pourquoi les Japonais ont absolument tenu à ce qu'on mette Ekonte. Alors qu'à la base, on a fait mis storyboard manga. Ils ont dit non, c'est un Ekonte. Donc, on utilise cette terminologie, mais pour moi, je serais intéressé de connaître la différence exacte qu'ils font entre les deux. Parce que quand je voyais des Ekonte d'animé, pour moi, j'aurais appelé ça storyboard. Mais même si je m'y connais un peu, a priori, les Japonais, ils font bien vraiment la différence. Le distinguo entre eux. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça fait pas mal. On a aussi un nouveau titre shoujo qui va revenir, puisque on a la suite de Gwendoline qui va débarquer en 2023, fin 2023, début de 2024, ça dépend un peu à quelle vitesse on arrive à avoir tout ça. Parce qu'on avait publié l'intégrale de la première série, ça a marché 6 volumes. Ça a marché moyennement, mais suffisamment pour qu'on ait envie de faire plaisir aux fans et à Madame Hanabusa, parce qu'elle nous a beaucoup aidés, elle nous a suivis, etc. Donc on avait envie de aussi, pour la première fois, proposer, parce que cette série-là a été éditée assez discrètement au Japon, mais elle est dans la suite, et en plus son trait s'est perfectionné, donc je trouve assez joli. Et voilà, on avait envie d'aller jusqu'au bout de Gwendoline et de proposer ces histoires-là, qui sont la suite au final. Bah écoute, c'était passionnant. Je te remercie infiniment pour toutes ces informations sur Isan Manga. Et puis nous, on va se retrouver une prochaine fois lors d'une autre interview. On verra qui sera l'invité. Allez, salut!